Mesdames et messieurs, merci de rejoindre A30 Télévision pour vous informer. D'abord les titres. Comme prévu dans le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs officiellement lancée dans l'ère opérationnelle 3, principalement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser ce processus. À suivre également dans cette édition d'information le dossier relatif à la non-homologation du stade des Martyrs. L'inspection générale de finances et la Cour de comptes appelées à mener un audit sur l'utilisation des fonds alloués pour la réhabilitation du stade des Martyrs. Voilà tout pour le titre. Tout de suite, le développement. Bonsoir. Après les aires opérationnelles 1 et 2, début officiel ce jeudi du processus d'enrôlement des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. Au Nord Kivu, l'enrôlement a été lancé par le gouverneur militaire Constant Ndima en présence du rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo. Suivez tour à tour le rapporteur de la CENI et le gouverneur militaire qui reviennent sur les grands enjeux de cette opération d'enrôlement. Lorsque, en novembre, le président de la CENI, Denis Kadima, avait rendu public les calendriers électoraux, beaucoup ne pensaient pas que ces derniers allaient s'exécuter tel que prévu. Votre présence aujourd'hui confirme que ces calendriers est réellement une réalité. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect de son calendrier. Ces opérations démarrent en province du Nord Kivu à un moment critique de son histoire, et plus particulièrement à ce jour où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression, lui imposée par le Rwanda sous le label du M23. Ce sera le grand défi auquel le gouvernement de la République est confronté. En effet, il semble moins commode de parler enrôlement des électeurs pendant que de nombreuses familles vivent dans des camps de déplacés, loin de leur milieu naturel. Conscient de cette situation, le gouvernement de la République et la Commission électorale nationale indépendante ne ménagent aucun effort pour que tout le monde, y compris les déplacés, puisse jouir de son droit civique le plus légitime. Cette 3e ère opérationnelle est constituée des provinces du Nord Kivu et de Sud Kivu, celle de la Grande Orientale ainsi que du Maniema. L'opération d'enrôlement également lancée ce même jeudi dans la province de l'Ituri. Images et commentaires. C'est parti pour le processus électoral en Ituri. Au premier jour du lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, il s'observe un engouement dans plusieurs centres d'inscription installés à Bunia. Ceci témoigne l'appropriation de cette opération par la population de l'Ituri, a reconnu l'honorable Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la CENI, qui a présidé cette cérémonie au centre d'inscription de l'Epoville. Je suis très satisfait de la première journée ici à Bunia. C'était presque inattendu. Je suis vraiment surpris même de voir l'engouement. Les premiers jours comme ça, je m'imagine, après une semaine, on risque même d'être débordé ici en Ituri. Vraiment là, je suis en train de confirmer les propos du gouverneur militaire de l'Ituri qui m'avait dit que les choses sont plus calmes par rapport à ce que vous attendez, vous suivez dans les médias à Kinshasa. Maître Unega Egui, directeur de cabinet représentant le gouverneur militaire de l'Ituri, était le premier à avoir sa carte d'électeur. Il s'est réjoui de remplir son devoir civique. Le processus électoral tant entendu est devenu une réalité dans notre province. Pour preuve, je viens de recevoir ma carte d'électeur et j'en suis très fier. Pour moi, maintenant, c'est un devoir citoyen accompli. Il reste maintenant le deuxième devoir, qui est un droit aussi, d'aller voter. Occasion pour les honorables Wilson Adirodou et Daniel Ouyewa, respectivement élus du Roumu et de Djougou, d'inviter les groupes armés signataires d'actes d'engagement de cessation des hostilités unilatéraux à faciliter le bon déroulement de ce processus. Ces groupes armés qui sont là ne doivent pas sécuriser
les personnels les agents de la CENI, ni même les matériels de la CENI. Nous demandons aux groupes armés qui opèrent à Djougou, les Codeco, des autodéfenses, qu'ils facilitent les tâches pour notre gouvernement et aussi pour notre population. Notons qu'aucun incident enregistré jusqu'à présent. Ceci grâce à la stabilisation imposée par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Luboyanka Johnny. Plus de 2 700 000 enrôlés répartis dans 715 centres sont attendus dans cette province sous état de siège depuis mai 2021. La question de la sécurisation de l'opération d'enrôlement à l'est du pays était au centre de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. C'était ce mercredi au Palais du Peuple. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a rencontré le président de l'Assemblée nationale pour solliciter la sagesse du patriarche dans la gestion de la chose publique. En même temps, la question des opérations préélectorales en cours à travers les territoires nationaux s'est invitée au débat entre les deux personnalités. Les deux personnalités ont discuté de la sécurisation de l'enrôlement dans la 3e ère opérationnelle qui comprend les provinces du Nord et Sud Kivu, celle de la Grande Orientale et le Maniema. Le président de l'Assemblée nationale, c'est une bibliothèque pour ce pays. Je suis venu les consulter sur un sujet politique. Nous avons bien échangé. C'est vrai qu'il y a des tensions, qu'il y a de l'insécurité dans certaines poches. Ce travail-là a été demandé à l'armée et à la police, qui l'ont fait. Et je venais d'ailleurs, avant d'arriver ici, de transmettre le rapport du travail fait à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a précisé également que les opérations préélectorales se passent bien dans d'autres aires opérationnelles. Dans l'actualité également, lancement du 6e séminaire régional de la CEAC et la 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Le go de ces assises ont été donnés par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé en présence du ministre de la Défense nationale, du chef d'état-major des FARDC, des officiers supérieurs des FARDC et des auditeurs du CHESD et autres personnalités politiques. L'ouverture du 6e séminaire régional qui coïncide avec l'ouverture officielle de la 6e session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et de défense est centré sur les thèmes pays sécurité en Afrique centrale. Quelles stratégies et coopérations régionales pour enrayer l'insécurité? Durant 2 jours des travaux, les participants vont pouvoir réfléchir sur les voies et moyens ainsi que des stratégies à mettre sur pied pour éradiquer l'insécurité en Afrique centrale qui se trouve être confrontée aux affres de la guerre et du terrorisme. C'est dans un contexte d'agression de notre pays par le mouvement terroriste M23 soutenu par le Rwanda, que je procède ce mercredi 15 février 2023 à l'ouverture du séminaire régional marquant le lancement de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Ce séminaire régional est placé sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui ne ménage aucun effort, tant sur les fronts diplomatiques que militaires. Ces efforts soutenus du commandant suprême des forces armées rassurent nos populations quant à la victoire finale. En solidarité avec les victimes de l'agression rwandaise sous couvert du mouvement M23, le chef du gouvernement a invité l'assistance à observer une minute de silence. Je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes victimes de la barbarie de nos vaillants militaires tombés au front pour défendre la patrie. Je voudrais saisir cette tribune pour lancer à chaque compatriote à se joindre à l'effort national afin que notre pays puisse déjouer ce nouveau piège
sur le chemin de notre développement. La situation de guerre oblige chacun de nous, en effet, de taire nos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation, pour défendre le patrimoine commun, nous légué par nos aïeux et par nos pères de la nation. Pour la République démocratique du Congo, ce séminaire est d'une grande importance et constitue une opportunité car il s'y tient dans un contexte très crucial marqué par l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23. Juste après, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique. Réunion consacrée à l'examen de la situation économique du pays à travers le contexte international. Le comité de conjoncture économique a également évoqué les dossiers relatifs à la non-homologation du stade de Martyr. Comme à l'accoutumée, le comité de conjoncture économique a passé en revue les différents aspects de la situation socio-économique du pays. Selon le ministre d'État en charge du budget qui a fait les comptes rendus, les prix de principaux produits d'exportation ont baissé sur le marché international. Par contre, les prix des produits pétroliers ont augmenté. En ce qui concerne les taux de change, l'on note une légère dépréciation du franc congolais avec un taux de 2035 au marché officiel comparatif. À la semaine précédente, les taux étaient des 2030 des francs congolais. En ce qui concerne les principaux indicateurs économiques, l'inflation s'est située à 2,9% en cumul annuel et en glissement annuel, il est projeté à... Il s'est situé à 15,6% et l'on note aussi les projections d'un taux d'inflation de 9,7% à fin exercice pour 2023 contre une projection de l'ordre de 8,3% retenue dans le cadre du programme économique du gouvernement soutenu par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. En ce qui concerne le taux d'échange, l'on note une légère dépréciation du franc congolais avec au marché officiel un taux de 2035 comparativement à la semaine précédente où le franc congolais s'est échangé à 2032. Alors enfin pour ce qui est de réserve d'échange, on note une légère dépréciation de l'ordre de 0,25% et ces réserves se situent à 4 330,72 millions de dollars, soit 10 semaines d'importation des biens et des services. La réunion du comité de conjoncture économique a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter les dossiers concernant l'homologation du stade des Martyrs. Les travaux qui doivent être exécutés au stade des Martyrs devront prendre fin d'ici le 15 mars prochain. Et sachez que la Cour de comptes et l'Inspection générale de finances sont appelées à mener un audit sur les fonds déboursés pour la réhabilitation du stade des Martyrs. Requête de l'Association congolaise pour l'accès à la justice suite à la non-homologation du stade par la Confédération africaine de football. Le président de la CAJ, Georges Kapiamba, l'a dit jeudi au cours d'une conférence de presse. Reportage. Devant les professionnels de médias, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice a exprimé son indignation suite à la fermeture des stades publics par la CAF. Georges Kapiamba dit détenir des indices de détournement de fonds au ministère des Sports. Il appelle à des enquêtes. Au vu de l'ensemble des indices de détournement que nous possédons à ce jour, nous avons demandé carrément, nous avons d'abord dénoncé ces faits, les comportements de ces Congolais, tous qui sont dans la chaîne, qui a permis de tourner les sommes d'argent, beaucoup d'argent. Et nous avons demandé au procureur près la Cour de comptes, ainsi qu'à l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, de diligenter rapidement un audit financier, mais aussi technique, pour savoir qu'est-ce qu'on a fait de toutes les sommes d'argent qui s'estiment en des millions.
débloqués jusqu'à ce jour par le Trésor public afin de faire réhabiliter, rénover principalement les stades des martyrs. En outre, Maître Georges Kapiamba demande au gouvernement de finaliser la construction du stade de Martyrs, fruit de la coopération sino-congolaise. Autre point abordé par le président de la CAJ, les allégations du sénateur Matata Ponyo faisant état de 20% de commissions exigées par des agents du ministère des Finances sur la créance due par le gouvernement à la société Congo Challenge. Georges Kapiamba demande à l'ancien Premier ministre de fournir des preuves. Le fait pour lui de ne pas transmettre les identités de ces soi-disant personnes, ou même pas de dire qu'il va les faire auprès de la justice, démontre tout simplement que le sénateur Matata Ponyo, président du conseil d'administration de la société Congo Challenge, s'était livré à un exercice de diffamation. Il faut noter que les accusations portées par Matata Ponyo ont été rejetées par le ministre des Finances qui exige de preuves au risque de traduire en justice l'ancien Premier ministre. En perspective des 9e Jeux de la francophonie, le gouvernement congolais et l'Organisation internationale de la francophonie ont signé un protocole d'attente ainsi qu'une convention de mise à disposition des volontaires. Le tout dans le but de réussir sur tous les points l'organisation de ce grand rendez-vous francophone. Reportage. Pour la signature du protocole d'entente ainsi qu'une convention de mise à disposition des volontaires, la partie congolaise a été représentée par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga et l'Organisation internationale de la francophonie par son administrateur Geoffroy Monpetit. C'était en présence de la directrice du comité international des Jeux de la francophonie, Zaina Mina, et du directeur national de ces Jeux, Isidon Kwanja, ainsi qu'une délégation des étudiants des différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kinshasa. Le premier acte consiste à mener des démarches pour le sponsoring de cet événement culturel et sportif, et le second est lié à l'engagement des volontariats qui permet aux bénévoles d'appuyer ces Jeux. Tout en saluant l'accompagnement de l'OIF, le ministre de l'intégration régionale a réitéré l'engagement de la RDC de réussir ses paris. Ici, l'engagement d'organiser le 9e G est confirmé du fait que vous êtes là devant nous. Sur le plan organisationnel, nous travaillons toujours avec l'administrateur de l'OIF pour respecter les cahiers de charges. Au plus ou moins 5 mois de l'événement, l'administrateur de l'OIF a félicité la RDC pour les progrès réalisés jusqu'à là dans le préparatif de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Ces deux ententes constituent une partie importante du dispositif d'accompagnement soutenu et constant que l'Organisation internationale de la francophonie offre à la République démocratique du Congo pour la bonne organisation et la tenue des 9e Jeux qui auront lieu donc ici à Kinshasa du 28 juillet au 8 août. L'entente pour la recherche de partenaires pour les 9e Jeux s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du cahier des charges que nous avons signé, Monsieur le ministre, et elle énonce les modalités pratiques et les règles que devront respecter le comité international et le comité national dans le cadre de la recherche de partenariats. Ici est de noter que 32 jeunes volontaires, dont 15 femmes et 17 hommes issus de 8 pays d'Afrique centrale, ont été déjà sélectionnés à travers un recrutement initié par le Comité international des Jeux de la francophonie. Ces jeunes de la région vont apporter leur contribution à l'organisation de cet événement tout en bénéficiant d'une opportunité inédite de renforcement de leurs capacités techniques et professionnelles. L'Union pour la démocratie et le progrès social a célébré le mercredi 15 février son 41e anniversaire d'existence. La commémoration y afférente s'est déroulée à l'esplanade du siège de cette formation politique à la 11e rue Limité. À la permanence de Limité, bastion de cette formation politique d'Étienne Tshisekedi, ce sont des milliers de militants et cadres venus des différents coins de la capitale
pour répondre à l'invitation de leur secrétaire général Augustin Kabouya à l'occasion du 41e anniversaire de l'UDPS. Musique, témoignages, c'est l'ambiance festive qui a caractérisé cette soirée commémorative. Après avoir retracé les combats du Sphinx délimité, Augustin Kabouya, secrétaire général de ces partis politiques, a salué les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sortir les pays du gouffre. Nous saluons la paix des guerres et la paix sociale ressentie par les Congolais, contents d'avoir pour berger un de leurs, c'est-à-dire un Congolais comme eux, dans cette paix, retrouver chacun à l'attitude de circuler partout librement dans la quiétude. Sur le plan sécuritaire, hormis quelques poches résiduelles dans l'est du pays, la paix, la sérénité et la concorde nationale règnent sur l'ensemble du territoire national. Nos populations et tout notre peuple ont confiance en l'autorité de l'État. L'UDPS dit se ranger derrière le chef de l'État pour lui donner un second mandat. Nous, UDPS, nous proclamons notre adhésion indéfectible et notre soutien aux actions du chef de l'État et du gouvernement. Nous sommes déterminés à lui assurer un second mandat aux élections de décembre prochain. Le secrétaire général de l'UDPS a demandé à tous les militants de s'enrôler massivement pour donner à Félix Tshisekedi un deuxième mandat. Pour rappel, l'UDPS est fondée le 15 février 1982 par les 3 parlementaires dont Etienne Tshisekedi, Marcel Liaou ou encore Diao Ken. La chargée des relations publiques du chef de l'État satisfaite de la matérialisation du projet sur la pisciculture mené par le jeune Bertin Bouya grâce au financement de la présidence de la République. Bibiche Kabengele et sa délégation ont pu déguster de poissons pêchés dans l'étang du jeune Bertin Bouya. Images et commentaires. C'est au village Mawawa dans la commune de Lansélé que s'est rendue le week-end la chargée des relations publiques du président de la République. Sur place, accompagnée de la représentante de la Robank, Bibiche Kabengele est venue à la rencontre de Bertin Bouya, un jeune entrepreneur bénéficiaire d'un financement de la présidence de la République à travers la Robank pour la matérialisation de son projet sur la pisciculture. La délégation s'est dit satisfaite de la réalisation de ce projet grâce à l'accompagnement du chef de l'État qui tient à l'émergence des jeunes entrepreneurs. Donc pour moi, c'est une fierté d'être ici sur place, de faire ce constat. Je m'attendais à avoir un seul étang de poissons parce que c'est comme ça qu'on s'était convenu. Mais M. Bertin m'a surpris avec 2 étangs de poissons. Ça prouve vraiment qu'il y a de la volonté, ça prouve vraiment qu'il y a de la détermination et ça prouve vraiment qu'il a cette inspiration-là d'être un bon entrepreneur. Pour nous, c'est vraiment une fierté d'accompagner ces jeunes entrepreneurs. Ça rentre dans le cadre de notre politique RSE. Merci à la présidence pour cette confiance. Les visiteurs ont eu le plaisir de pêcher quelques poissons, mais aussi de les déguster. Martin Bouya, coordonnateur du projet, exprime ici sa satisfaction. Après le travail, certainement nous avons rencontré des difficultés, mais le résultat, comme venait de le constater la délégation, est vraiment une vraie réussite. Dieu nous a aidés. Aujourd'hui, les poissons ont grandi. Nous avons 2 étangs maintenant. Un étang pour les clarias que nous appelons en lingala les ngolo. Ici, ce sont les ngolo de Mawawa. Nous avons aussi un autre étang des tilapia. Nous nous sommes dit, nous avons commencé, nous avons été soutenus. Mais avant la récolte qui va certainement, Dieu voulait intervenir au mois d'avril de cette année, que ceux qui nous ont soutenus, je parle de Madame Bibiche et Madame Rita Daraban, qui viennent voir l'évolution des travaux, bien sûr, le voir par les réseaux, mais qui viennent palper du doigt la situation. C'est au mois de juin 2022 que Bertin Bouya a reçu ce financement après avoir lancé un appel à la chargée des relations publiques du chef de l'État. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a contribué à la production de ce journal. Je vous retrouve le lundi prochain. Au revoir.